Salut à tous, ici le capitaine Valléo, et aujourd'hui encore, on va parler de l'attaque des titans. Ouais, gros manga. Je rappelle que cette série de vidéos spoil allègrement ceux qui n'ont pas lu le dernier chapitre du manga, c'est-à-dire le chapitre 130. Je vous conseille donc de partir si vous ne voulez pas être spoilé. Vous êtes encore là? Ben en avant. Alors, je rappelle également que cette série de vidéos a pour but de montrer comment vaincre l'armée de titans colossaux d'Eren Yeager, mais en utilisant uniquement les moyens militaires de la nation de Marley et de ses alliés, comme des bonhommes. Dans le dernier épisode, nous avions estimé que chaque titan de l'armée d'Eren faisait 50 mètres, pesait au maximum 1750 tonnes, pouvait en soulever autant, et les effectifs de cette armée s'élevaient au maximum à 1 million de titans. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la nation de Marley et ses alliés peuvent leur opposer. Bonne chance à eux. Je rappelle qu'on part du principe qu'ils ont un niveau technologique équivalent à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et vu qu'ils sortent justement d'une guerre de tranchées ayant duré 4 ans, l'auteur lui-même voulait probablement faire référence à la Grande Guerre. Du point de vue de l'infanterie, bien que chaque nation pourrait probablement aligner des millions de soldats, quand il s'agit d'affronter des ennemis de 50 mètres de haut, de simples hommes équipés de fusils ne feraient aucun dégât. Une telle mobilisation de soldats serait néanmoins utile pour faire de la logistique, évacuer les civils des zones attaquées ou faire des diversions, mais rien de trop offensif. À la limite, l'utilisation de mortiers pourrait avoir un certain effet. Pour des raisons similaires, les blindés seraient également inutiles, et un sacré gâchis de matériel. Certaines nations en possèdent probablement, puisqu'on a pu voir des trains blindés. Mais à cette époque, les canons des tanks ont un calibre trop petit, et ils sont beaucoup trop lents. Comptez 8 km/h pour un tank FT-17. Je marche plus vite. Les tanks de cette époque servent surtout à encaisser des tirs d'armes automatiques et à soutenir l'infanterie. En l'état, ces armes ne seraient donc d'aucune utilité contre des titans. Au niveau de l'aviation, là non plus, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Marley dispose bien de quelques zeppelins, comme l'Allemagne lors de la Grande Guerre, et certains d'entre eux peuvent probablement effectuer des bombardements. Plus intéressant, d'autres nations disposent visiblement d'une aviation, ce qui est confirmé par la nation d'Izuru et par le fait que Marley aurait essuyé des bombardements pendant leur guerre de 4 ans. Néanmoins, on est forcément très loin de l'efficacité que les bombardiers atteignirent lors de la Seconde Guerre mondiale. Une si belle guerre. À cette époque, l'aviation sert surtout à faire de la reconnaissance, à combattre l'aviation ennemie et à guider l'artillerie. Puisqu'on parle de l'artillerie, excellente transition. L'artillerie serait plus utile que jamais. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, cet armement avait été très utilisé. On a par exemple le célèbre canon de 75, ayant une cadence de tir de 20 coups par minute, un toutes les 3 secondes quand même, et tirant des obus de 75 mm, comme son nom l'indique. Et Marley semble justement disposer de bon nombre de canons similaires. Lors de la Première Guerre mondiale, les calibres des canons ont énormément augmenté tout au long du conflit. La faute à des soldats retranchés, difficiles à déloger sans artillerie lourde. Et même là, c'était compliqué. Ainsi, les calibres ont rapidement dépassé les 100 mm. Certains atteignant même les 400 mm. Tellement de millimètres. Et il faut bien voir que la plupart de ces canons ont des portées dépassant les 10 km. Et la France seule disposait de plus de 21 000 canons de 75 à la fin du conflit. Et elle produisait 100 000 obus par jour. Vive l'industrie! Quant à l'efficacité de ces armes, si l'épée d'Eren est parvenue à entamer la chair de Berthold en titan colossal, bien qu'affaibli, il y a fort à parier qu'un obus de plus de 100 mm le transpercerait de part en part. Cela a d'ailleurs plus ou moins été confirmé par le général Magat. De plus, vu que les nouveaux alliés de Marley étaient habitués à combattre des titans, ils ont développé des munitions anti-titans, comme le manga nous le montre à plusieurs reprises. Par contre, on a aussi vu que les troupes de Marley ne sont pas bien entraînées à utiliser ce genre d'armes. Ce seraient donc probablement les autres nations alliées qui seraient les plus utiles dans ce combat. Ensuite, il faut parler de la marine, à commencer par une arme que je trouve surévaluée, mais que les japonais adorent, le cuirassé. Marley et ses alliés en possèdent toute une flotte, et là encore, on peut les comparer à ceux de notre monde. Par exemple, regardons les cuirassés de classe Bretagne, ayant fait la fierté de la flotte française au début du XXe siècle. Les vaisseaux de la flotte de Marley semblent d'ailleurs pas mal ressembler. En termes de taille, on est à 166 mètres de long, donc plus de 3 fois la hauteur d'un titan colossal, et 27 mètres de large, soit plus de la moitié. Ce qui est intéressant est aussi le tonnage. Là où un titan colossal a été estimé peser dans les 1750 tonnes, un cuirassé Bretagne faisait 23 500 tonnes. Ouais, c'est vachement plus gros. Sans oublier que de tels cuirassés sont équipés de tourelles de 340 mm. Des tourelles d'un genre qu'on peut aussi trouver sur la terre ferme pour défendre les ports. De plus, la Première Guerre mondiale ayant vu l'essor de la guerre sous-marine, les flottes de chaque pays ne devraient pas compter uniquement que des cuirassés, mais sûrement aussi des vaisseaux plus légers comme des frégates, et notamment bon nombre de contre-torpilleurs. Ouais, c'est-à-dire des bateaux qui sont faits pour couler les sous-marins.
En effet, des armes anti-sous-marines auraient probablement un bien meilleur effet sur les titans nageant sous l'eau que des cuirassés, ces derniers étant faits pour bombarder des cibles sur terre ou pour couler des navires de surface. Forcément, contre un mec géant qui fait la brasse, ça marche moins bien. Je rappelle aussi qu'une onde de choc est bien plus destructrice sous l'eau que dans l'air. Des grenades sous-marines seraient donc particulièrement efficaces sur des titans immergés. On peut également supposer que les troupes de Marley, ou au moins certains de leurs alliés, disposent d'une grande quantité de mines sous-marines, puisque ces armes ont pris là aussi leur essor au moment de la Première Guerre mondiale, afin de protéger les ports et les littoraux. Enfin, il y a également un gros avantage pour les humains, c'est qu'on se trouve à la fin d'une guerre. C'est en général là qu'il y a le plus d'armement en réserve et qu'il est réellement à la pointe de son époque. Sans oublier que les armées de Marley et de ses alliés sont déjà entraînées et équipées, la plupart des soldats n'étant rentrés chez eux que depuis quelques mois. Bref, les armées et les flottes sont prêtes à l'emploi. À présent, faisons un aparté sur la destruction de la flotte de la coalition que l'on voit dans le chapitre 130. Il y a un putain de problème de proportion. Les titans colossaux de 50 mètres sont aussi grands, voire plus, que des cuirassés de 160 mètres. Pourtant, les cuirassés ne semblent pas être nains, et au vu de leur armement et de leur équipage, 160 mètres semble être une bonne mesure. Ils arrivent également à soulever des bâtiments de plus de 20 000 tonnes, alors qu'eux-mêmes n'en pèsent qu'au maximum 1750. Non mais à ce niveau, ce ne sont plus des titans, mais Godzilla ou l'Eva 02. Bien sûr, la démesure des titans à ce moment a pour but d'appuyer le récit, et souligner l'apocalypse qui est en marche. C'est pertinent, néanmoins cela est fait au prix de la cohérence. Au moins en termes de proportion. Comprenez qu'on ne peut pas concilier le fait qu'un titan tienne debout dans un mur de 50 mètres, et qu'en même temps il soit plus grand qu'un cuirassé de 160 mètres. Ou que mon P. On comptera pour la suite qu'un titan colossal ne fait bien que 50 mètres. En conclusion, les forces de la coalition menée par Marley compteraient plusieurs millions de soldats, dont l'efficacité serait très limitée, de plusieurs milliers de chars, là aussi parfaitement inutiles, d'une aviation ayant un rôle intéressant de support et de reconnaissance, mais incapable de faire de gros dégâts, d'une flotte qui serait efficace si bien utilisée, pas comme là, mais surtout de probablement plusieurs centaines de milliers de pièces d'artillerie et de quantités impressionnantes de munitions. Alors maintenant qu'on sait de quoi chaque camp dispose, les humains peuvent-ils gagner? Je vous propose d'y répondre dans la prochaine vidéo. Que de suspense. Nous y verrons quelle stratégie utiliser dans un affrontement contre les titans des reines, afin de remporter la victoire et de sauver l'humanité. Je vous dis donc à la semaine prochaine, avec le capitaine Valléo.